Buen día a todos, buenos días todos y todas, buenos días a todos y a todas, bonjour a tous et toutes. Bate mataztu aldi madera. Hasi ingo geha pixkanagaz, jendea pentsatzen dut iristen joango dela, baina atzerapenak pilatzen ez juteagatik. Bueno, ongi etorriak danok, mila esker etortzeagatikan. Euskal Herriko Unibertsitate arteko laugarren kongresu kooperatibora, atzo eta gaurren bitartean burutzen ari geran kongresua. Eguraldiak gehiegi laguntzen espadigu ere, en fin, kanpotik datorren jendeak Euskal Herriaren itxura nahiko erreala eramango du bueltan, bai? Hemen euria azten dena, euria azten da. Eta euria egiten du. Baina eguraldiak ez lagundu arren, oso lagunduta sentitzen gera, kanpotik, estatu mailatik, nazioarte mailatik eta Euskal Herri mailako esperientzia ezberdinen inguruan gerturatu zaigun jendeagatik eta jende honek dauzkan kontatzeko gauzengatik, bai? Oso antolakuntzaren aldetik, oso arro, oso pozik, iruditzen zaigulako lortu degula jende multzo garrantzitsu bat elkartzea eta atzoko ariketa pixkat horren isla ere izan zen. Bueno, sarrera txiki bat egitera noa, atzo etortzerik izan ez zenutenei, pixkat labur biltzeko nolabait zeren inguruan jardun ginen atzo, eta gero pixkat aurreratzeko gaur zer dan gaurko prestatu dugun programa, bai? Bueno, atzoko egunez, kongresoren antolakuntzan lagundu duten erakundeen aurkezpenen ostean, lehenengo ardatzari ekin genion, eta lehenengo ardatza hau da pixka bat jardunaldiari izenburua ematen dion gaia bera, ez? Unibertsitatea edo espazio formatiboak eta ekintzailetza kooperatiboaren arteko harreman hau, bai? Nadine eta Rodolfo izan ziren lehenengo bi irekira hitzaldiak eman zituzten pertsonak, pixka bat laburbiltzearren hauek egin zituzten ekarpenak. Nadine abiatu zen berrikuntza soziala ulertzeko karakterizazio bat eginez, berrikuntza sozialaren eragina neurtzeko beraiek Marseillatik proposatzen dituzten 5 ardatz jarri zituen mahai gainean. Gizarte prozesu bat sozialki berritzailea da baldin eta gizarte behar izanak asetzera bideratzen bada, baldin eta prozesu parte hartzaileen bidez egituratzen bada, baldin eta lurraldearekiko harreman hau jorratzen baldin badu, baldin eta enpresa eredu alternatiboen gainean oinarritzen baldin bada, eta azkenengo ezaugarri bat oinarritzen zen prozesu hauek sortzen duten balioaren apropiazio kolektiboaren ideiarekin. Berrikuntza sozialaren karakterizazio hau barneratzeak ondorio zuzenak ditu unibertsitate mailan egiten ditugun bi ariketa nagusienetan, bai, alde batetik ikerketan eta beste alde batetikan irakaskuntza ikasketa prozesu hauetan, bai? Eta hemen gogoeta importante bat zabaltzen da, nola definitzen ditugun ikerketa prozesuak, nola gerturatzen garen unibertsitateetatik, espazio formatiboetatik ikerketa prozesu hauetara, zein den gure posizioa. Eta baita ere, ikasketa metodologiak nola birpentsatu beharra dagon, pixka bat berrikuntza sozialaren nozio honetatik, bai? Lan demokratikoa, hezkuntza popularra, esperimentazioa, hor, adieraz ezberdinak atera ziren, berrikuntza sozialaren ikuspegi hau barneratzearen ondorioz. Nadine ostean Rodolfok, pixka bat Argentinako errealitatea ekarri zigun, eta bere gaia izan zen, unibertsitateak nola, ze moduen bitartez, bultzatzen dituen ekonomia sozial solidarioko erakundeak eta hauen logikak, bai? Bere hitzaldea 3 ardatzetan antolatu zuen, politika hauetara bideratutako politika publikoen 3 ardatz jorratu zituen, unibertsitate mailakoak, gizarte inklusioaren esparrutik bideratutakoak, eta 3. maila batean hazitegiak eta merkatu sozialak bideratzera egindako ariketak, bai? Funtsean ikuste dut hemen labur biltzen dela, saretze lan erraldoi batean, Argentinako esperientzia bukaren ikusi genuen bezala oso esperientzia aberatsa da, eta hor badaude olako egiturak eta ezberdinak, ekonomia sozialeko ekintzaileen sarea, edo ekonomia sozial solidarioko unibertsitateen sare ezberdinak daude nazioarte mailan, estatu mailan, Argentina mailan,
elkarrozagutza eta elkar partekatzea bideratzen dutenak, eta gero alde batetik hori elkarrezagutza eta beste aldetikan Rodolfok ere oso modu sistematikoan azaldu zuen nola eragite esparruak ere anitzak diren. Bai? Eragite esparruak lotuta egon daitezke edapenari, lotuta egon daitezke prestakuntzari, ikerketari, berrikuntzari. Bai? Funtsean, ikusi zen Argentina herrialde oso aberatsa dela praktika hauetan, eta handik zerikazia badegula. Eta bi irekiera hitzaldi hauen ostean, lehenengo ardatzari ekin genion, pixka bat mantendu genuen, gaur mantendu nahi dugun planteamendua, ardatz bakoitzak izango du hasieran olako elkarrizketa inspiratzaile bat, eta elkarrizketa inspiratzailearen ostean bideratuko ditugu mahai inguruak. Bai? Atzoko lehenengo elkarrizketa inspiratzailea, lanbide heziketaren esparruari buruzkoa izan zen, gure iritziz esparru guztiz arakatu gabea, potentzialidadea handia daukana, ekintzailetza kooperatiboa bultzatzeari begira, eta hor, Jorge, Esti eta Lauraren ekarpenen bitartez ikusi genituen lanbide heziketa eta ekintzailetza kooperatiboaren artean sortu daitezken harreman hauek dauzkaten indarguneak, potentzialitateak. Nolabait laburbiltze aldera, atera ziren ideia nagusienetako batzuk, lehenengoa, errepikatzen da, ia esparru guztietan, lehenengoa izango litzateke ekonomia soziala apenas ezagutzen dela lanbide heziketetan, ezagutza apala, irakaskuntza eskaintzan, baina nabarmentzen ari direla azkenengo urteetan geroz eta praktika gehiago ekonomia sozialaren gerturatze bat bideratzen dutena agian praktikatik, agian ekintzailezaren logikatik. Jorge ekarritako ikerketaren bitartez ikusi genuen ekintzaile, norbanako ekintzaileari lotzen zaizkion ezaugarriak presente daudela lanbide heziketako ikasleen perfiletan, beraz honek potentzialitate bat ematen dio esparru honi. Estik, Azaro Fundazioaren esperientziaren kontaketaren bitartez, nik uste nabarmendu zuen ideia zala, sareak, gobernantza ereduan hitzak sortzearen garrantzia, hemen Lea Artibaien garatzen ari den esperientziaren bitartez ikusi genuen, nola egituratzera iristen diren ikasle ekintzaileak alde batetik, sare kooperatiboa bestetik, eta ikastetxeak, zentro teknologikoak bestetik, hiru hauen arteko elkarrera egite horrek potentzialidade handia ematen dio ekintzailetza kooperatiboari, eta Laurak, Anel Naparrako ekonomia sozialeko elkartearen bitartez, agian beste ikuspegi bat, nola ekonomia sozialak dispositibo propioak sortu ditzaken ekintzailetza hauen akonpainamendurako. Ekintzailetza hauen itinerario osoa bideratzeko esan dezagun, Itinerario oso bat dijoana formaziotik, tutoretzatik, esperimentazio gunetatik, eta gero bukaeran jarraipen fase batetik. Pixka bat azaldu ziguna kooperatiba de emprendedores edo Naparroa mailan funtzionatzen duen dispositibo honen bitartez. Honen ostean, mahai ingurua zabaldu genuen, eta mahai inguruan unibertsitate mailako, estatu mailako unibertsitateko ordezkari ezberdinak parte hartu zuten, Rosa, Milan, Teresa eta Anak, eta aipatu zizkiguten formazioan, ikerketan eta edapenean estatu mailan agertzen diren esperientzia ezberdinak. Formazioan, gradu eta gradu ondoko irakaskuntza eskaintzan nundik dabilen, ze eskaintza dagoen estatu mailan, ikerketai dagokionez ze sare, ze instituto, ze ikerketa talde, ze ikerketa lerro, horri buruzko panoramika bat eman ziguten, eta azkenik edapenari begira, gizarte edapenari begira, ze dispositibo eta ze espazio dauden gaur egun indarrean unibertsitate ezberdinetan. Udal mailako sareak, azitegiak, Ateneuak, gaur honi buruz gehiago jakiteko aukerera izango dugu. Berdin, ariketa berdina egiten saiatuz, ondorio orokor batzuk atera nahita, mahai inguru honen ondorio orokor batzuk. Lehenengoa, errepikatzen da berriz, unibertsitateetan ekonomia sozialak bazterreko lekua du oraindik. Ez da, kontzeptu hegemoniko bat, inundik inora, bazterreko leku batean dago oraindik, naiz eta badiren gradu eta posgraduko eskaintza batzuk, ez du mainstream ekonomia hegemonikoak duen betetzen duen posizioara ez da heltzen, ez da parekatzen. Bigarren elementu bat agian ekonomia sozialaren sustatze, dinamizazio lanetan dihardugun irakasle eta ikerlarion voluntarismoa eta prekarizazio maila hau ere atera zan.
Ze punturaino egiturak errazten ez duenean, gauza hauek aurrera ateratzen dian, jendearen implikazioari eskerrak, jendearen prekarizazioaren kontra, eta hor baita ikusten zen ze txoke dagoen egituren aitortza maila eskasa eta jendearen implikazio maila handiaren artean. Hirugarren elementu bat izan liteke elkar ezagutzearen premia, karpen bat baino gehiagotan atera zen gauzak egiten dira, irakasleak badaude, ikerketa lerroak badaude, baina ze garrantzitsua dan pertsona hauek eta lerro hauek elkar konexioan jartzea. Pixkat aurretik aipatzen nuen prekarizazio isolamendu egoera hori gainditzen joateko ere bai. Eta azkena, eta nik uste elemento zentrala, gure praktiketan agertzen den elementuetako bat dela, kultura unibertsitarioa eta ekonomia sozial solidarioko erakundeen kultura organizatiboak zenbatetan talka egiten digun. Zenbatetan ikerketa prozesuetan ez diren denborak sinkronizatzen, ez diren behar izanak sinkronizatzen, ze punturaino agertzen diren operatibitate arazoak, espazio partekatuen gabezia, pixka bat hemen dagoen amildegi bat gainditu beharra, kultura unibertsitarioa eta bera daukan funtzionatzeko molde hau, eta ekonomia sozial eta sozialeko erakundeek dituzten premiak, funtzionatzeko moldeak horien artean. Horiek, atzoko jardunaldiari buruz batzuk aipatzearen, atera ziren ideiatako batzuk, eta besterik gabe nahiko nukena da gaurkoaren lehenengo sarreratxo bat, gaurko zer daukagun prestatua. Gaur garatuko ditugu gelditzen zaizkigun beste bi ardatzak, gure iritziz naiz eta titulua izan Unibertsitatea eta Ekintzailetasun Kooperatiboa, Ekintzailetasun Kooperatiboan funtsezko papera jokatzen dute beste bi esparruk, bat dira lurraldeko eragileak, eta beste bat dira ekonomia sozial solidarioaren sareak, federazioak, elkarguneak. Orduan bi ardatzak izango dira lehenengo lurraldeari bideratutakoa, eta gero ekonomia sozial solidarioko federazio sare ezberdinek betetzen duten papelaren inguruan. Lehenengo ardatzekoak ja prest dauzkat, isiltzen jo naiz, pentsatzen dut hasteko gogoari izango dutela. Eskema berdina izango da, elkarrizketa inspiratzaile bat, eta ondoren mahai inguru bat, elkarrizketa inspiratzailean Xabierretan adin ditugu, eta ekarriko digute pixkat Frantziako esperientzia, lankidetza ekonomikorako lurralde poloen esperientziatatik ateratzen diren irakaspenak, eta eredua pixkat partekatzera, eta gero horren inguruan argitalpen bat bideratua dutenez, honen implikazio teorikoak eta ere horren inguruan aritzeko asmoa dute. Honen atzetik etorriko den mahai ingurua, nahiko mahai inguru betea izango da, bost ordezkarik beteko dute mahai ingurua, eta hemen parte hartuko dute lurralde egitura, lurralde erakunde ezberdinak. Tokiko mailan eragiten duten maila anitzetako lurralde erakunde ezberdinak. Hasi foru aldunditik, eskualde mailan garapen agentzietatik bideratzen diren politikak, eta tokiko mailan, udal mailan agertu daitezken zenbait esperientzia. Ez dira danak, askoz ere gehiago daude, baina gure ingurune gertuenean pixkat erreferentziazkoak izan daitezken esperientziak ekarri nahi izan ditugu. Eta horren azte, hor gero kafe bat hartuko dugu, eta kafetik bueltan, hirugarren ardatzat azkena izango da, aipatzen izuen bezala ekonomia sozial solidarioko sareak, ze paper jokatzen duten ekintzailetza kooperatibo honetan. Lehenengo elkarrizketa inspiratzailean ekintzaileak ekarri nahi izan ditugu, guk geuk ere hau pixka bat agian lehenengo momentutik ez genuen bizualizatu, baina lagun batzuk aipatzen ziguten naizue, ekintzailetzai buruzko kongresu bat eta ekintzailerek ez dezute ekarri behar, ekintzaileei hitza eman, eta 4 dispositibo ezberdinen bitartez ateratako ekintzaileek beraien esperientzia kontatuko digute, beraien prozesua, eta prozesu horretan zeintzuk izan zituzten bidelagun, ze oztopo, ze zailtasun, nondik bideratu zituzten soluzioak, pixkat esperientzia personal, esperientzia propiotik. Eta azkenengo mahai inguru batean, hitza emango diogu, estatu mailan, Euskal Herrian, zein Katalunian, sareak, kooperatiben sareek, edo ekonomia sozial solidarioko erakunden sareek, ematen dioten garrantzia aztertzeari. Ekintzailtzari ematen zaion garrantzia, eta ekintzailetzarako bideratzen diren politikak, dispositiboak, estrategiak horri buruz pixkataritza. Mila esker berriz, etorri izanagatik, espero gaurko eguna ere probetxuzkoa izatea,
eta ja besterik gabe, pues, Mikel, Nadine eta Xabier, nagoten azue ja, zuzena hasi daitezkete. Eskerrik asko, Enekoitz. Bueno, Enekoitzen interbentzio Luxeska honen ondorenean denbora tartea urritu zaigu eta sarrera ondirik gabe hitza ematera noa hemen ditugun bi gonbidatuei. Lehen gonbidatua atzoia ezagutu genuen Nadine Richet Batesti. Nadine da Aix-Marseilleko unibertsitateko irakaslea eta baita ere CNRS-eko ikertzailea. Bertan, hirugarren sektoreko masterraren inguruko ardura du eta nazioarteko eta nazio sareko partaidea da sare ugaritan, enua hori sakontzera. Printzipioz, Xabier Itzainarekin liburu bat egin berri du. Arituko zaigu lehendabizi bere ingurunean, Provence ingurunean eta PTC den marko estatalaren kontestuan dauden esperientzia batzuen aurkezpena egiten. Gero Xabier Itzaina arituko zaigu, Xabier Itzaina ia etxekoa dugu, ia etxekoa ez etxekoa, gezkiko partaide baita. Emil Durkheim zentruko zuzendaria da eta baita ere Bordeleko Unibertsitateko Sciences Po fakultateko irakasle eta CNRS-eko ikertzailea eta EHUko hainbat masterretan parte hartzen du, besteak beste guk gezkitik antolatzen dugun Ekonomia Sozial eta Solidarioaren masterrean ere. Eta bera ere hainbat saretako partaidea da eta esan bezala Nadinekin batera, editatu berri duten liburua Social and Solidarity-Based Economy and Territory, From Embeddedness to Co-Construction, liburuaren inguruan arituko zaigu, baita ere bera elkarrizketa batean, Xabier elkarrizketa batean Nadinerekin, eta Xabierrek aurretik ere, hemen Ipar Euskal Herritik kanpo egon arren, Baionatik oso gertu iparraldean dagoen Tarnoseko esperientziaren berri emango digu. Hango poloaren dinamika aurkeztuz. Orduan, egingo dugun, momentuz egingo dugun ibilbide hori izango da, Nadinek aurkeztuko dugu PCT-ren markoa eta Provenceko esperientzia batzuk. Xabierrek ondorenean baita ere 5-6 minutuan Tarnoseko esperientzia, eta ondorenean, horiek ezagutu ondorenen, egingo duguna da, liburuaren inguruko elkarrizketa gurutzatu bat planteatu. Ondorenean ere, jakina, galderak egiteko aukera izango dugu, nahiz eta ez du gabiltzan denboraz. Comme vous voulez, Nadine, merci. Merci beaucoup à nouveau pour cette invitation et cette opportunité de présenter les travaux qu'on a pu mener avec Xabier. Donc je vais vous parler rapidement des processus de polarisation territoriale dans la région sud de la France, donc ancienne région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On y voit en fait 2 dispositifs se mettre en œuvre aujourd'hui. Un dispositif qui s'appelle Pôles territoriaux de coopération économique, donc, dont va parler aussi Xabier à Tarnos. Ce dispositif est un dispositif national qui a été reconnu notamment par la loi sur l'ESS de 2014 en France. Et puis un dispositif plus local qui avait été créé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui s'appelait le PRIDES, Pôles régionaux d'initiative et de développement solidaire, et qui ont animé des reconfigurations territoriales dans le cadre de notre région. Donc la présentation que je vais faire s'appuie notamment sur les travaux qui ont été menés par 2 doctorants qui travaillaient en codirection avec moi, Julien Mézenas, d'abord sur les PRIDES, et puis Céline Bourbousson sur les pôles territoriaux de coopération économique.
Donc ce travail s'est réalisé dans le cadre d'un accord de coopération avec ces structures du PTCE et des PRIDES, et en lien aussi ensuite avec le programme ESAKI que dirigeait Chabière Itchaïna pour essayer de mettre en miroir nos deux régions et de voir des dynamiques éventuellement territoriales différentes. Alors on a procédé de la même manière avec principalement des enquêtes qualitatives à l'échelle multiscalaire, donc à la fois très locale, mais parfois au niveau régional ou au niveau national, et en mobilisant bien sûr au-delà des entretiens, à la fois de la littérature grise, en participant directement à des réunions, et en ayant un suivi longitudinal de ces dispositifs, donc sur des périodes pouvant aller de 3 à 5, voire 6 ans selon les dispositifs qu'on observait. Et je voudrais rappeler et signaler que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été dans un premier temps et jusqu'en 2015 pilotée par le Parti socialiste et les Verts, avec une très forte orientation vers l'économie sociale et solidaire, et ensuite un arrêt brutal avec une gouvernance droite, extrême droite, et la disparition absolue de la moindre référence à l'économie sociale et solidaire au profit d'une référence à l'économie circulaire, donc à notamment toute la question du recyclage, etc., mais pas d'entrée sur les questions d'économie sociale. Donc, ce qu'on observe sur la région PACA, c'est une dynamique de clusterisation, à la fois par les PTCE et les PRIDES, mais cette dynamique de clusterisation, c'est-à-dire d'agglomération d'entreprises et d'efforts de travail en commun, va être soutenue par un dispositif de renforcement de la coopération. Et ça, c'est une différence par rapport effectivement au cluster traditionnel, voire même au pôle de compétitivité, donc avec cette volonté de développer des processus de coopération et de l'enrichissement mutuel par ces processus de coopération. Donc, quand on observe ces dispositifs, on observe que certains sont des dispositifs qui sont qui sont centrés sur des logiques territoriales. C'est ce dont va parler Chabière, puisque le PTCE de Tarnos est centré sur ces logiques territoriales. En PACA, on a plutôt des logiques de filières. Donc, une filière bio, par exemple, autour du pain, à travers des boulangeries solidaires, ou encore une filière éco-construction à travers le PTCE Batiras, sur lequel je reviendrai ensuite. L'enjeu, bien sûr, de ces dispositifs, c'est la mise en réseau d'acteurs hétérogènes. Donc ce qui est important, c'est justement la manière dont on peut gérer des coopérations entre acteurs hétérogènes, donc des acteurs du secteur public, des acteurs du secteur privé lucratif, des acteurs de l'ESS et des acteurs de la recherche. Quand on observe d'abord les PTCE, on se rend compte qu'au départ, c'est en fait des acteurs de terrain qui ont inventé des dispositifs de coopération, qui ont mis en œuvre des stratégies de coopération dans une visée transformative sur un territoire. Et puis, donc on est bien dans des logiques bottom-up, émergentes de la base. Et puis, progressivement, ces stratégies qui se développaient à l'intérieur de l'ensemble du territoire français se sont vues accompagnées par l'émergence d'un interréseau, donc d'une organisation informelle au départ, qui échangeait autour de ces questions de coordination sur les territoires, à partir des initiatives existantes. Et puis ensuite, on a eu 2 appels à projets venant du niveau national. Donc un premier appel à projet en 2013 et puis un second appel à projet en 2015 qui sélectionnait des expérimentations. Au total, 50 pôles territoriaux ont été sélectionnés et 4 de ces pôles territoriaux étaient dans la région sud de la France. Donc notamment Batiras sur une filière d'éco-construction, ressources autour du recyclage, OCRA autour de l'utilisation de couleurs dans le Luberon, de couleurs naturelles dans le Luberon, et Boussole autour des boulangeries solidaires. Batiras a été financé dans le premier appel à projet et Boussole, dont je vais vous parler, a été financé dans le deuxième appel à projet.
à côté de ces réseaux institutionnalisés, il y a aussi des PTCE non institutionnalisés. Par exemple, à Grasse, il y a un PTCE donc, qui s'appelle Tetris, qui est autour de la transition écologique, qui n'a pas été financé, mais qui pour autant reprend les mêmes règles de fonctionnement que les pôles qui ont été financés. En fait, on voit deux logiques institutionnelles qui traversent ces pôles. Donc, au niveau macro, donc à l'échelle nationale. Dans le premier appel à projet, on a plutôt une logique civique de développement territorial alternatif, donc, qui est portée par une coalition d'acteurs locaux, et dont l'objectif est vraiment la transformation du développement local, donc la transformation des dynamiques régionales autour de la coopération. Donc l'idée, c'est l'émancipation. On avait évoqué le terme déjà hier dans nos interventions, mais il y a bien cette dimension d'émancipation et d'adhésion à des valeurs partagées avec une visée de transformation sociale. Dans le deuxième appel à projet, 2 ans plus tard, cette logique civique perdure, mais s'amenuise progressivement, et on est au contraire dans une logique gestionnaire de normalisation de l'économie sociale et solidaire, qui va être là portée non pas par les acteurs de terrain, mais bien par les acteurs publics. L'intention stratégique est bien la normalisation. Donc la légitimité qui est mise en avant, c'est plus l'émancipation, c'est les retombées économiques, donc la capacité à créer de l'emploi, à dynamiser des secteurs d'activité. Le principe d'identité qu'on va retrouver, ce n'est pas l'adhésion à des valeurs partagées, mais c'est bien le changement d'échelle, donc la stratégie de croissance des organisations. Et puis, ce qui est recherché, c'est plus la transformation sociale, mais la rationalisation, avec des principes d'appel d'offres, et on assiste progressivement à un amenuisement, à un affaiblissement, voire dans certains cas à une éviction de la logique politique au profit d'une logique gestionnaire croissante. Donc si je l'applique à mes 2 PTCE, celui qui concerne l'éco-construction en milieu rural, au départ il est porté par une instance locale d'animation du dialogue social sur le territoire, donc très en lien avec le développement local. Il intervient sur un territoire de montagne, donc façonné par des logiques artisanales plutôt que des logiques industrielles. Et il y a une importance du levier politique pour essayer de mobiliser des acteurs pour transformer leurs pratiques et éventuellement développer des coopérations sur des logiques artisanales. Donc ce qu'on observe sur ce PTCE qui va échouer, qui n'arrivera pas au-delà des 3 ans de financement à survivre, c'est une prédominance de la logique civique, sans prise en compte de cette transformation gestionnaire qui émergeait progressivement. Et donc on a plutôt une espèce de résistance institutionnelle qui s'opère qu'une adaptation institutionnelle telle qu'on aurait pu l'imaginer. Au plan, donc, toujours méso-régional, sur les logiques de boulangerie solidaire. Là, on est sur une structure qui fait du pain dans le cadre d'un chantier d'insertion, donc, et qui progressivement va décider d'essaimer sur d'autres territoires et de structurer des filières bio autour du pain sur des territoires différents. Donc au départ, on est plutôt sur un modèle qui est porté par des associations. Et puis la mise en place d'une société coopérative d'intérêt collectif pour la formalisation du modèle et l'essaimage. Et on va se rendre compte que si les 2 porteurs de projet sont d'abord des familiers de la logique civique, ils sont aussi très identifiés à la logique gestionnaire. Et ils vont à la fois s'appuyer sur le levier politique, mais finalement essayer de soutenir aussi cette dimension gestionnaire. Et ce soutien de la dimension gestionnaire va être d'autant plus facile qu'avec le retrait de la région dans le financement de ce dispositif, eh bien, ils doivent passer par des fondations pour pouvoir obtenir une partie de leur financement et que la fondation va exiger des éléments d'efficacité dans l'engagement. Donc on a un modèle qui survit, qui reste fragile, qui se développe, mais finalement on est plutôt dans une logique de maintien institutionnel qu'une logique de transformation institutionnelle
radicale. Si je prends maintenant le cas des PRIDES, en fait, on était dans cette logique de soutien par la région d'acteurs économiques développant des activités. Sur la région PACA, on avait 16 PRIDES sur la période 2006-2015. Sur ces 16 PRIDES, on en avait 2 qui étaient de près ou de loin reliés à l'économie sociale et solidaire. Le premier portait sur des questions de tourisme local, et il a disparu assez vite. Le second portait sur ce qu'on appelle un pôle service à la personne, donc autour des services de care, et avait pour objectif de structurer à la fois des acteurs des entreprises privées lucratives présents sur le secteur, avec des acteurs de l'économie sociale, avec du soutien des acteurs publics, et donc notamment avec 2 dimensions importantes dans ce pôle, qui étaient notamment l'introduction d'une dynamique de responsabilité sociétale des organisations, et puis deuxièmement, la mise en place d'une amélioration des conditions de travail pour ces métiers des services à la personne qui restent souvent très difficiles à mettre en œuvre, avec des problèmes de qualification des personnes, des problèmes de pénibilité au travail qui sont assez importants. Donc dans ces PRIDES, qu'est-ce qu'on a vu se mettre en place? En fait, la région a soutenu à travers des appels d'offres le financement de l'animation et de la coordination de ces projets coopératifs et d'introduction de la RSE. Et ils ont en fait permis d'améliorer à la fois la reconnaissance de ces secteurs d'activité, mais aussi de leur capacité à développer des dispositifs de promotion, notamment de la formation professionnelle à l'intérieur, et d'amélioration des conditions de travail. Donc ce qui était intéressant, c'est avant même qu'on ait ce dispositif PTCE, la région PACA avait inventé ce dispositif PRIDES avec l'idée de soutenir ces formes de coopération territoriale. Donc, avec la disparition des financements publics, le pôle service à la personne n'a pu se développer qu'avec des financements venant de projets européens qui ont permis de continuer cet engagement dans des stratégies de coopération. Et dans un certain nombre de cas, ces stratégies de coopération et de mise en réseau, qui ont été dominantes dans les 15 dernières années sur le territoire sud de la France, ont été aussi accompagnées par un 3e type de dispositif qui est national, mais qui se décline localement, qui est ce qu'on appelle le dispositif local d'accompagnement, qui est porté par une structure qui s'appelle France Active et qui vient en fait opérer des missions de conseil face à des structures qui rencontrent des difficultés de développement, notamment des associations, des petites coopératives et des structures dans le champ de l'insertion par l'activité économique. Et donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'intervention de ces structures a notamment porté sur le modèle économique, particulièrement des associations, mais au-delà a fortement incité les opérateurs d'économie sociale rentrant en discussion avec eux à mettre en œuvre des logiques de mise en réseau et d'intercoopération renforcée pour essayer de trouver de nouvelles marges de manœuvre dans un contexte de désengagement des finances publiques locales, avec du coup, là encore, des réflexions sur la mobilisation de financements européens autour de ces dynamiques locales. Alors que retenir très rapidement de ces dispositifs? Bien, une logique de mise en réseau et de travail en commun qui est dominante, un financement européen qui arrive en relais des mobilisations locales quand les acteurs publics, régionaux ou nationaux font défaut. Si je le dis différemment, ça veut dire que ces dynamiques locales ne peuvent pas faire l'économie d'un accompagnement par les politiques publiques. Et ça pose un véritable problème quand les politiques publiques ne sont plus là pour favoriser un minimum d'écosystèmes ou pour accompagner ces fameuses dimensions de travail de la coopération qui ne s'improvisent pas, qui prend du temps et qui nécessite des compétences particulières. Et puis en fait, le modèle économique apparaît souvent comme un moyen derrière d'aller travailler à la fois la gouvernance et l'ancrage sur le territoire. Et finalement, dans ces dynamiques, on voit bien comment l'ESS est un opérateur de développement territorial qui
n'est pas reconnu complètement dans cette dynamique, qui est reconnu imparfaitement en tous les cas, et avec une production de travail immatériel très forte pour soutenir ces dimensions de coopération. Donc voilà principalement sur la dimension Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chabière va parler plus spécifiquement d'un PTCE très original et très fortement reconnu en France, emblématique des dynamiques de coopération sur le niveau français. Bulegoaren gainean. Nik ere eskertzen ditut antolatzaileak gomitarengatik. Mintzatuko niz lehenik euskera, gero frantsesez, nire notak gazteleraz dira, eta liburuetarik bat. Xabier, agian. Ordean, bi hitz beraz, Tarnoseko, ez da matxan. Ez doa. Saiatu nirearekin, orduan. Agian, edo. Hau, orain, saiatu? Bai, bat, bi. Orain bai. Oai untsa da, bai. Hemen egoten antena, bale, ez eskutago asko, bale? Hortxe. Hola. Trapa egiten. Bon. Ez nukan atzean igual, Bai, atzean eskutatuta. bai. Bon. Iparraldekoa niz, beraz, teknologia. Beti txiste bera iten dut. Beraz, guk egin duginuen Daniel de Moustier deitzenen Grenobleko ikerlari batekin, ekonomista dena, eta Nadinekin ere lanian ari izan dena. Egin ginuen ikerketa bat, beraz, Tarnoseko PTCE-ari buruz, da, PTCE Sud-Akiten, Akitania hegoaldeko PTCE-a, beraz, delako lankidetza ekonomiko lurralde poloa. Eta ikerketa parte hartzaile bat zen, eta PTCE-ko jendeak gintuzten deitu, haien laguntzeko gisa batez, beren proiektuari buruzko gogoeta baten egiten. Eta ez zituzten deitu, erran nezake ekonomista klasiko batzu, beren eredu ekonomikoaren ebaluatzeko gisan, baina deitu zuten, beraz, frantzian erten dena ekonomista heterodoxo bat, Daniel bezala, eta ni zientzia politikoetaik heldu dena. Eta beraz, nik batez ere gizarte ekonomia eta lurraldetasunaren arteko loturak ditut lantzen. Beraz, egin dugu liburu tipi bat horrekin, eta pasatuko dut sarrera, diteko Xuxenki PTCE horren berezitasuner nahi baduzue. Orduan, PTCE hori lurralde PTCE bat da, eta ez beraz ez da sektore konkretu bateri lotua, intersektoriala da. Eta baditu bere hipotesi edo proiektu handiak dira, pixka bat lurralde garapenaren ideiaren eta berriz lantzea, eta gizarte ekonomia ez dela bakarrik enpresa gehiketa soil bat, baizik eta eredu bat. Zoinek behar luken lurralde garapena zinez hasi, eganezake. Orduan, guk liburuan egin duguna, liburua lau partetan, lau ataletan zatitua da. Lehenak lantzen ditu oroimena, piskat historikoki, zendako polo dinamika hori nola eta zendako sortu den lurralde hortan. Bigarren partea lurraldetasunari dagokio.
ze lurraldetaik abiatu den eta nola hedatu den auzo lurraldeeri. Hirugarrena gobernantzaren galderak dira, poloaren gobernantza, eta laugarrena galdera batzu, poloaren geroari buruz. Daniel, ekonomista bezala, gehiago landu ditu gobernantzarena eta laugarren partea, eta nik landu ditut gehiago bi lehen parteak, eta horietaz eranen ditut bi hitz orain. Historiaz eta lurraldetasunaz. Bi hitzez, eta badakit presatu girela. Orduan, memoria edo oroimena diotalarik da landu dugula nola eraiki den lurralde hortan, beraz Landesetako hegoaldean, Baiona iparaldean den lurralde hortan, kooperazioaren kultura bat. Historio luzean ere. Horren oinarriak edo egoak atsemaiten ditugu historio luzean. Eta hor badira, hiru memoria, hiru oroimen elgarri lotzen direnak. Lehena da, borroka sozialen memoria bat. Hemen badugu lurralde bat industriala zena, hor ziren Le Forges de l'Adour, Aturriko olak, 19. mende undarrean sortuak eta 1965 etxi zirenak. Eta hor, eta ondotik nun izan den berregituratze industrial bat, rekonversio industriel. Badugu ere testu inguru politiko eta sindikal berezi bat, ze lurralde hortan bada alderdi komunistaren presentzia, aspaldiko presentzia, eta Akitaniako eganezak eskualde hortan salbuespen bat dela. Eta horrek ere ekarri dio berezitasun bat lurralde hori. Bigarren memoria bat, gizarte ekonomiaren iturri anitzen eta hibridoen memoria bat. Beraz, kooperatibismoaren presentzia, aspaldiko presentzia, elkarteen aspaldiko presentzia, eta kultura politika hibrido bat egan nezake, nun baden komunismoa, baina bada katolizismo soziala ere, bada ere Espainiako gerla zibiletik gintziren errepublikano hainitz baziren, horiek ere ekarri dute beren kultura eta kultura ekonomikoa ere, anarkismo, anarkosindikalismoa ere, horrek oro egin du olako kontekstu bat nun ekarriak ziren ere gero lurralde gizarte ekonomiari buruz. Hirugarren memoria da, pixkat, lurralde garapenaren inguruko konzertazio eta elkarrizketa kultural bat ere. Bereziki delako Aturriko olak etxi zirelarik, edo gero 1980 urteetan berregituratze industriala izan zelarik, hor izan zen tokiko autetxi, usu autetxi sindikalista batzu, autetxi eta administrazioko teknikoen artean ere elkarrekin lanean hartzeko kultura bat tokiko garapenaren inguruan. Eta hori bereziki senditu da 1960 urtetarik aintzina Le Foyer des Jeunes Travailleurs edo langile gazten etxea, bai, elkarteak ereman duen lanaren inguruan, beraz lehenik gazten enplegua liburuz. Ordean, kontestu historiko hori eman eta, ordean gero berrikiago izan dira hiru sekuentzia zoinek ekarri duten delako gaurko polo horren egituratzea. Bi hitzez, lehen sekuentzia da, deitzen dugu fase soziopolitikoa. Zointan, gizarte ekonomikoaren eragileen lan politikoa, izan zen, batez ere autetxiekin, tokiko autetxiekin, tokiko autetxien piskat konbentzitzea, lurralde garapenaren modelo hori gizarte ekonomiaren bidez ere maiten ahaltzena. Eta hor, izan dira iniziatiba hainitz, eta horren gako izan da lehenik delako Foyer des Jeunes Travailleurs hori, eta gero, Komite de Bassin d'Emploi, edo da lan zonaldearen batzorde bat, egan ezake, eta hori da, herrien arteko egitura bat, nun badiren herrien udalen edo ordezkariak,
enpresen ordezkariak, sindikatuen ordezkariak eta gizarte ekonomiaren ordezkariak. Eta CBE, Komitet Bazen Enploi hori izan da gakoa, eta beti hori da PTCE horren bihotza nahi baduzue. Eta hor, hasten dira sortzen hainbat egitura, gizarte ekonomia egitura, eta unitzek hartzen dute ZIK delako interes kolektiboko kooperatiba estatus hori. Bigarren fasea da, deitzen dugu fase enpresariala edo enpresari buruz itzulia, eta hor, gizarte ekonomiaren aktoreen lan politikoa ez da baitezpada politikoeri buruz, benen tokiko enpresari buruz. Beren legitimitatea nahi dute mundu ekonomikoan finkatu. Eta orduan garatzen dituzte hainbat iniziatiba, errestaurazio kolektiboari buruz, kooperatiba bat horre, serbitzuak enpresari, etxegintza, eraikuntza ekologikoan ere bada kooperatiba bat, eta beren ideia da, pixka bat, mundu ekonomikoari, enpresen munduari erakustea, gizarten ekonomia ez dela sozialari mugatzen sentsu hertsian, baina baduela ere alderdi ekonomiko bat eta lurralde garapenari ekarpen bat egiten aldiola, soziala antzigabe. Piskat, eta hirugarren fasea, deitzen dugu, ez da polita, fase sozioeko ingurumen, sozioeko medioambiental, piskat da, zirkuito laburan ideia, ez? Eta hor, nahi izan dute garatu, beren hiru egitura batzu sortu dituzte, hiru zirkuito labur bultzatzeko, baino zirkuito labur finanzierioak, bigarrena mugikortasunari buruz, mugikortasun fisikoa, nahi dut, egin dute plataforma bat, mugikortasunari inguruan, eta hirugarrena elikadura eta janariaren inguruko zirkuito laburekin. Odean, bigarren pundua, 3 minutaz, da pixka bat lurraldeak, edo lurraldeekilako harremana. Hastapenean, errandutan bezala, dinamika hori hasten da zeinan, hemen duzu emapan, landesetako egoaldeko herrien arteko herri elkargoaren eta bereziki Tarnoz inguruko dinamika hortan. Baina, interesgarria dena da, dinamika hori hedatuko dela auzo lurraldetarat. Eta hiru, eganezake, deitu ditugu des allianz territorial, edo lurralde aliantza edo ustartze batzu izan direla. Lehena biharnuarekin. Biharnuarekin, eta hor bada konexio bat, lotura bat egiten dena, Paue, bereziki Paue inguruko gizarte ekonomia dinamikarekin, batez ere hango foyer de jeune travailleurarekin, hastapenean, gana eta lehenik gazten enpleguaren inguruan, baina gehiago zabalduko da eta aktibitatearen sortzearen inguruan eginen da, eta kooperatiba bat sortuko dute hortako. Eta hor ere, Tarnozekilako lotura hori egitea garrantzitsua da Pauekoentzat, ze Pauekoek erabiliko dute hori konteksto politiko lokal zail batean, beti erakusteko ere, beren legitimizazio diskurtsoan, aktore era ekonomiko bat direla, eta ez direla bakarrik gazten etxegintzaz edo bizitzaz edo arduratzen. Beti, sozial-ekonomiko tentsio hori. Bigarren lotura edo bigarren lurralde ustartzea edo aliantza da iparaldearekin, ipar Euskal Herriarekin. Egan nahi baita ero historiko arrunt desberdinak dituen gizarte ekonomiko batekin. Eta 2000 urteetaik aintzina araberritu den gizarte ekonomi batekin, zoinek, ganezake politizatzen dituen, sentsu noblean, netzat politizatzea da baloreak berriz sartzea, ikuspegi ekonomikoetan, zoinek berpolitizatzen dituen produkzioa, ekoizpena eta kontsumoa. Eta hor badira hainbat iniziatiba, Ipar Euskal Herrian, mikrofinantzan, zirkuito laburuetan, laborantza iraunkorran,
laborantza ganbararekin adibidez, eta euskal monetarekin orai Frantzian lehena dena. Eta Europa mailan ere lehenetaik bat naski. Bon, hor bada konexio bat egiten dena Tarnoseko dinamikarekin, batez ere Lanberri deitzen den kooperatiba baten bidez, eta Andere Nahia deitzen den elkarte baten bidez, zoinen helburua den emazten enpresen sortzea. Eta mugaz gaineko ere proiektu bat, zenta badute, hemen ezaguna den haintxe hor proiektua, mugaz gaindiko gizarte ekonomiaren eskola proiektu bat, zointan Hendaiako hiria ere hainitz sartu baden. Horten, lotura hori egiten da balore amankomunen gainean eta aukera ekonomiko eta instituzionalen gainean ere, horako nahasketa bat da. Badira ideiak eta badira aukerak. Eta azkenik loturak egiten dituzte ere Landesetako beste lurraldeekin, Landese iparraldeko edo beste lurraldeekin, Akizekin, Mont-de-Marsan, bereziki elikadurari buruz, mobilitateari buruz, mugikortasunari buruz, eta enpresa munduan ere. Ordean, finitzeko bakarrik, erran hor badirela desafio batzu, lurralde hedatze horren inguruan, desafio batzu zenta lurralde bakotxaren muga edo marko territorialak, mentalak ere ez dira berdinak, eta orduan nola gainditu muga horiek elgarriko hilako proiektu baten egiteko, edo desafio batzu ere zenta gobernantza politikoa, lurralde guzien gobernantza politikoa aldatzen ari da. Ipar eskualeriak badu orain bere egitura, herri elkargoa. Eskualdea Akitania orain biziki handia da, la Nouvelle Aquitaine handitu da, eta orduan hego Akitania, biziki hego Akitania da orain. Ordean hor bada ere desafio bat. Ordean, finitzen dut eganez, ordean, pixkat zer da PTCE Sud-Akitaine hori, ez da enpresa talde integratu formalizatu bat, baina ez da sare soil bat. Sare bat behino gehiago da. Beaz, polo bat da, nun aurkitzen diren zeinanzeko gizarte ekonomia egiturak, Biarnoko eta Ipar Eskualeriko gizarte ekonomia egiturak, Akitania mailako gizarte ekonomiaren sareak, ez dakit, Skop langile kooperatiben federazioa ere, hor da, kolektibitate publikoak eta enpresa komerzialak ere, pribatuak ere, eta handi bat ere, parte hartzen dute dinamika hortan. Eta ikerketa, ikerlariak. Eta ordean, polo hori interesgarria da, zenta proposatzen du, eraikitzen ditu eta proposatzen guk, zientzia politikoetan nahitzen ditugun lurraldearen arazo publikoak, problem publik. Hori hor bada arazo bat, eta behar dugu hori erantzun bat eman. Adibidez, formakuntza eta gazteen enplegua, transizio ekologikoa, elikadura, mugikortasuna, gizonen eta emazten arteko berdintasuna, eta horiek agenda politikoan ezartzen dituzte. Eta polo horren lan politikoaren funtzio bat hor da. Hortan geldituko niz. Zongi, mila esker bioi, mila esker Nadin eta Xabierri. Esperientzia, egualdetik begiratuta, hain desberdina diren esperientziak aurkezteagatik, eta beti dago nondik ikasi, eta gako nagusiak eskuratu izanak, aurrera begirako elementuak dira, guretzat ere. Ondorenean, aipatu dugun liburu, zuek editatu berri duzuen liburuaren inguruko elkarrizketa txiki bat planteatuko dugu, elementu nagusiak plazaratu. On vous a dit que vous avez exposé le contenu principal du livre. Alors, nahi duzuen moduan eratu, Nadine hasi.
Donc, merci, c'est encore moi qui commence. Ce livre s'appelle Social and Solidarity-Based Economy, donc économie sociale et solidaire, et territoire, de l'ancrage à la co-construction. C'est un livre qui s'appuie donc sur un groupe de travail du Syriac International, donc nous avons co-animé avec Chabière. Pendant quelques années. Donc c'est un livre qui a mis du temps à sortir, à arriver à être finalisé. Donc c'était un certain nombre de chercheurs à l'échelle internationale qui étaient associés. Et au bout du compte, donc on a fini avec 9 pays et 2 continents qui se sont retrouvés à l'intérieur de cet ouvrage pour présenter le plus souvent des études de cas sectorielles ou organisationnelles pour exprimer des dynamiques territoriales dans ces différents pays. Donc au total, c'est un ouvrage qui comporte 12 chapitres et qui est articulé en 2 parties. Donc la première qui porte sur le lien au territoire comme réponse aux changements socio-économiques et politiques. Donc, comment l'ESS mobilise le lien au territoire face aux transformations économiques et notamment face à la crise. Et puis la deuxième partie qui concerne plus les nouvelles formes de coopération et notamment en présence d'hétérogénéité des acteurs et leur effet sur le territoire. Donc au départ, on s'était donné quelques éléments de cadrage pour mener à bien cet ouvrage. Notamment, on avait essayé de prendre en compte l'écueil de la comparaison internationale, ou en tous les cas la difficulté de la comparaison pour tirer des éléments de chacun de ces cas. Et donc notamment en essayant d'imposer à l'ensemble des auteurs l'idée de la contextualisation, donc de la mise en contexte, pour essayer de bien comprendre les dynamiques en cours, donc à la fois avec un petit peu de recul historique sur les dynamiques, mais aussi une capacité à repositionner dans le développement global du pays au sein duquel s'opérait le travail. Deuxième élément, on avait l'intuition qu'on serait confronté à une diversité de stratégies sur les territoires et à différentes configurations territoriales, ce qui a bien été effectivement confirmé par les textes ensuite. Et puis, nous avions fixé 2 entrées sur lesquelles nous souhaitions que l'ensemble des équipes puissent travailler. La première, c'était que nous soyons d'accord sur la conception du territoire. C'est pas une dimension géographique, c'est véritablement une construction sociale, donc relative aux engagements des acteurs, donc avec une dimension aussi organisationnelle et institutionnelle. Donc quelles sont les valeurs qui sont portées sur la dimension institutionnelle et sur la dimension organisationnelle, sur quel type de dynamique économique reposent ces processus et ces transformations. Donc ça, c'était le premier point. Donc le territoire n'était pas donné une fois pour toutes, mais c'est un construit par des acteurs qui peuvent être en tension, en tous les cas qui jouent des jeux sur leur territoire et qui vont contribuer eux-mêmes à générer des ressources, à la fois à utiliser des ressources sur ces territoires, mais à générer eux-mêmes des ressources sur ce territoire. La deuxième caractéristique, c'était que nous souhaitions que l'accent soit mis sur la question de la gouvernance territoriale, donc gouvernance au sens de la coordination entre les acteurs et de la manière dont s'approprier les ressources et la construction de la territorialité. Donc, ce qui voulait dire qu'effectivement, on avait bien un regard, on va dire, affûté sur la question de la place de la politique publique, mais comme un acteur parmi d'autres et pas comme un monopole de l'initiative territoriale. Donc ce qui nous intéressait, c'était bien ces dimensions de coordination, d'activation des coordinations, et donc avec une dimension, comme Chabière l'a évoqué dans sa première présentation, à la fois socio-économique, sociopolitique. Donc voilà. Les deux types de travaux qui ont donc été menés, ça a été finalement autour de l'idée, on a des nouveaux modèles coopératifs qui émergent, comment, notamment des modèles coopératifs multiparties prenantes, donc dans plusieurs pays, comment analyser l'articulation et les tensions entre acteurs privés, économie sociale et solidaire et acteurs publics.
Est-ce qu'on est véritablement dans une gouvernance plus horizontale et plus coopérative, ou est-ce qu'on a encore et toujours des mécanismes plus verticaux dans lesquels on est souvent on a plus d'habitude de travailler? Donc est-ce qu'on arrive à dépasser ces mécanismes pour aller vers plus d'horizontalité et de coopération et moins de compétition? Donc est-ce qu'on est dans des mécanismes de coopétition? Et puis, qu'est-ce qu'il en est sur les territoires? Est-ce qu'on a des formes d'enclosure, de localisme, ou est-ce qu'au contraire, on a des capacités d'ouverture? Est-ce qu'on a une présence seulement, par exemple, du territoire dans la gouvernance, ou est-ce que ça va au-delà de ça? Est-ce qu'on est du coup obligé, dans la gouvernance des organisations, de mettre en place des dispositifs extra-légaux à certains moments pour permettre l'intégration du territoire? Est-ce que le territoire, c'est un simple contexte, ou est-ce qu'au contraire, c'est une forme de régulation territoriale? Et donc, comment prendre en compte ces dynamiques de clusterisation qu'on observait à un niveau méso et les formes de relocalisation? Donc, à un niveau plus politique, c'était bien quelle est la contribution de la politique publique à la gouvernance territoriale en termes de construction de règles, et quelle est la place qu'occupe éventuellement le mouvement social dans sa dimension territoriale pour mettre en œuvre de nouvelles modalités d'action. Une de nos surprises, c'est que cette question du mouvement social, peut-être était-ce une question de temporalité, a très peu été étudiée dans le cadre des apports qu'ont pu faire les différents auteurs. Et finalement, même si l'ESS apparaît comme soutenant dans ses formes organisationnelles de nouvelles formes de lutte sociale, eh bien c'est peu apparu dans ce qu'on a pu avoir comme résultat en termes de production. Si je vais assez vite, on a pu mesurer aussi l'importance des réseaux dans les dynamiques en cours. Par exemple, on va le retrouver autour de la finance solidaire au Québec, qui se développe et s'articule sous forme de réseaux assez organisés. On a pu aussi, par exemple, prendre en compte dans la partie ESS et territoire comment une banque coopérative française, un des 3 grands réseaux coopératifs bancaires en France, pouvait mobiliser le discours sur le territoire comme un vecteur de performance, comme une manière de mettre en jeu cette performance. Donc finalement dans une stratégie de marketing, en utilisant du marketing territorial comme le ferait n'importe quelle autre entreprise. On a pu aussi voir avec l'exemple du Pays Basque, et notamment le travail là-dessus de Chabière, comment l'accroissement des relations transfrontalières par les acteurs de l'ESS pouvait contribuer à permettre l'émergence de nouveaux espaces économiques et avoir des effets sur la gouvernance. On a aussi pu voir comment, en Italie, eh bien, on pouvait mieux comprendre ces circuits courts qu'évoquait aussi Chabière, et notamment l'impact social en termes de valeur ajoutée de ces circuits courts. Et puis, on a pu voir dans un texte sur le Venezuela l'importance de l'économie sociale dans le management de la distribution de l'eau à un moment donné, et comment les pouvoirs publics, finalement, s'étaient appuyés sur l'économie sociale et solidaire pour opérer cette distribution de l'eau en commun, finalement, et en retrait des organisations privées lucratives. Et puis dans la deuxième partie, certains, notamment un texte sur la Belgique, a pu montrer comment s'organiser la participation économique en termes à la fois de travail et de consommation sur un territoire urbain. On a pu voir le rôle du développement de l'ESS pour résoudre des anciens problèmes, le logement, la cohésion sociale, mais avec une revisitation par rapport au désengagement de l'État, et donc notamment la mise en place d'une bourse aux projets solidaires, donc au Portugal. On a eu des interrogations portées par des collègues ici sur peut-on transformer un service public social en coopérative? Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de relais
par de la construction de l'intérêt général, de politique d'intérêt général, par une structure de coopérative. On a vu aussi tout un travail sur l'insertion professionnelle au Brésil et le rôle de l'ESS dans l'insertion professionnelle de personnes en difficulté. Et puis, donc, un article de Daniel Demoustier sur les PTCE, et leur lien à la fois avec l'ESS et le territoire. Et enfin, une interrogation sur la légitimité territoriale que pouvait utiliser un des grands groupes bancaires, à nouveau, autour dans le cas d'une analyse, là encore sur la France, autour donc de cette question de légitimité territoriale. Et on voit combien le territoire apparaît comme une ressource pour l'ESS, mais comment l'ESS est aussi elle-même une ressource du territoire. Et on voit très significativement une place différenciée des politiques publiques et des acteurs politiques, à la fois dans la gouvernance et dans la construction des écosystèmes. Et finalement, on observe donc ce que j'évoquais au début, peu de mise en perspective du mouvement social, alors même qu'on avait escompté une plus grande capacité des acteurs-chercheurs à se mobiliser sur ces questions-là. Donc Chabière va peut-être tirer les fils de la conclusion de l'ouvrage, finalement, de ce qui nous a servi en synthèse, en fin d'ouvrage, autour donc de ESS et territorialité. En français maintenant, donc. Donc en deux mots, parce que je vois que le temps tourne. Nadine a déjà dit l'essentiel. Simplement, moi, dans la conclusion, alors le problème des ouvrages collectifs, c'est de dégager une cohérence, hein, c'est toujours le problème. Bon, alors j'ai essayé quand même de retirer au moins 4 directions de recherche communes qui sont partagées par les travaux réunis ici, à partir d'une posture commune, effectivement, d'une approche un peu constructiviste du territoire comme projet, voilà, comme l'a dit Nadine. En deux mots, première direction de recherche commune, c'est que le caractère multiscalaire, à échelle multiple, des mobilisations autour de l'ESS. Bon, juste rappeler ce que tout le monde sait, c'est qu'on a des expériences, on a même des chapitres sur des micro-expériences très locales, mais qui sont en fait des réponses locales à des problèmes globaux. Exemple, on a un chapitre sur le marché contadino, le marché paysan à Cesena, en Italie, en Émilie-Romagne, qui montre bien cela. Les exemples aussi sur des micro-études de cas au Portugal. Cette articulation à échelle multiple montre bien aussi la capacité politique des acteurs de l'économie sociale et solidaire à jouer sur plusieurs échelles pour faire avancer leurs projets. On voit très bien dans le chapitre sur la Roumanie comment les instruments, notamment financiers et européens, sont utilisés et captés par les acteurs de l'économie sociale et solidaire en Roumanie, dans un contexte de post-communisme où on a tout un débat autour de la place de l'économie sociale et solidaire versus tiers secteur, etc. Deuxième piste, c'est que on voit bien comment les expériences, les études de cas réunies dans le livre de l'économie sociale et solidaire sont aussi des réponses au changement de forme de régulation publique et de politique publique. On a des cas, alors il y a un cas un peu extrême dans le chapitre sur le Venezuela qui montre comment l'État vénézuélien avait impulsé de façon massive le coopérativisme là, dans une première phase après 1998, et puis les changements ensuite. On voit aussi dans d'autres cas comment une réflexion sur l'économie sociale et solidaire est générée plutôt par des formes de retrait ou de recomposition de l'État social. Donc Nadine l'a dit, je pense, au chapitre des collègues de Gueschi, Eusebio et de Nekoitz, notamment dans le débat sur la coopérativisation potentielle d'une partie des services sociaux, des politiques sociaux de la Diputación du Guipúzcoa, et puis on en a reparlé dans la thèse d'Eusebio Lacha il n'y a pas longtemps, une question très intéressante. Et il me semble on voit dans les chapitres que l'économie sociale et solidaire répond au moins de 3 façons à ces changements de contexte de régulation publique.
Une réponse, c'est de constituer ces clusters territoriaux ou ces pôles territoriaux de l'ESS. C'est le chapitre sur le PTCE de Daniel Demoustier. C'est le chapitre sur ce qu'ils appellent IEP sites, c'est-à-dire des espèces de clusters d'économie sociale dans les Flandres en Belgique, dans des quartiers défavorisés. Une autre réponse, c'est de restructurer l'ESS sur des bases sectorielles, c'est l'exemple des réseaux de finances solidaires au Québec. Et une troisième réponse plus originale, c'était, dans le rapport au territoire, c'est la figure d'un banquier itinérant que Nadine a étudié dans le cas de la NEF en la région PACA. Troisième direction de recherche un peu transversale, c'est l'économie sociale et solidaire comme réponse au changement des régulations marchandes, hein, au fond. Et là, on voit bien, Nadine l'a dit, comment dans certains cas, la référence au territoire, pour le coup, c'est quand même l'angle du livre, peut devenir un argument de légitimation pour les opérateurs de l'ESS, et notamment pour les gros opérateurs qui sont dans des secteurs très compétitifs. Et là, on a un chapitre sur donc, une grosse banque, le Crédit Mutuel de Bretagne. Le chapitre analyse le discours du président, du dirigeant de la banque, et montre comment la référence au territoire, hein, au fond, lui sert à lui à reconstruire une légitimité que les auteurs distinguent comme des légitimités morales, pragmatiques et cognitives, pour, au fond, tomber dans un argument type marketing territorial, quoi. Et puis, dernier point qui, alors, moi m'intéresse particulièrement, mais qui est peut-être un enjeu un peu secondaire, mais c'est le rapport entre, mais quand on travaille sur le territoire, le rapport entre économie sociale et solidaire, culture et identité territoriale, où on voit dans quelques chapitres, et en particulier les rares qui traitent de situations dans le monde rural. Je pense au chapitre sur la Roumanie, je pense au chapitre sur le Portugal. On a un début de discussion qui n'est pas très approfondi, mais un début de discussion sur la réinterprétation dans certains contextes ruraux de certaines institutions anciennes, coutumières de solidarité propres au monde rural et les formes modernes, type coopérative, par exemple, de l'économie sociale et solidaire. On le voit bien dans le chapitre sur la Roumanie qui a une partie sur une région qui s'appelle la région de Horezu, une région de montagne, où on a toute une discussion sur la gestion des communs, en l'occurrence la montagne, la forêt, mais comment les institutions de solidarité traditionnelle, de gestion de ces communs-là, on peut les retrouver potentiellement dans des structures d'économie sociale. Dans la conclusion, je me réfère aussi à un travail qui n'est pas dans ce livre, mais une thèse que nous suivons sur les coopératives chez les Inuits au Canada, les populations Inuits, d'un travail d'une chercheuse qui s'appelle Anne-Marie Mérien, et qui montre que chez les Inuits, les coopératives à la fois permettent de donner un nouveau cadre institutionnel à des valeurs traditionnelles comme la solidarité et le partage, et en même temps, ça constitue un changement culturel radical, voire une transition vers une économie monétaire qui était jusque-là inconnue chez les Inuits, et donc qui rend un peu socialement acceptable un changement, hein, par exemple le fait de vendre de la nourriture dans une société qui l'échangeait ou la donnait seulement. Bon. Et donc là, on a la coopérative qui est un instrument de médiation, de transition. Voilà. Et voilà. Puis je fais le parallèle avec je ne détaille pas, des travaux d'anthropologues sur la Soule, ici, en Pays Basque Nord, et sur comment notamment une coopérative de commercialisation de fromage est aussi une forme d'institution de médiation entre des institutions traditionnelles de gestion collective des pâturages et de production, et puis la commercialisation de ces produits, mais commercialisation par le territoire comme argument commercial désormais. Voilà. Donc là, comment la coopérative elle est aussi au cœur de ces changements-là. La même chose vaut pour l'identité territoriale, où on a vu comment le Crédit Mutuel de Bretagne mobilise la notion d'identité territoriale. Dans le chapitre que nous avons fait avec Marc Erota-Beher sur les dynamiques transfrontalières d'économie sociale et solidaire au Pays Basque, nous montrons aussi comment l'identité basque partagée des deux côtés de la frontière a pu être un instrument de mobilisation pour générer
des mobilisations d'économie sociale et solidaire transfrontalière, mais que rapidement, l'explication par l'identité est insuffisante parce que ces expériences transfrontalières, elles ont dû très rapidement se retrouver, devoir surmonter ce qu'on appelle 4 asymétries, des asymétries institutionnelles, des institutions politiques différentes des deux côtés de la frontière, des asymétries politiques avec des conceptions différentes du transfrontalier par les institutions politiques des deux côtés de la frontière, des asymétries organisationnelles entre des économies sociales et solidaires très différentes des deux côtés de la frontière, et puis des asymétries marchandes avec notamment des conjonctures de crise économique très différentes côté sud et côté nord. Voilà. Donc l'identité joue un rôle, mais ensuite il faut la croiser à d'autres facteurs explicatifs pour expliquer les mobilisations. Voilà un petit peu ce qu'on essaie de raconter dans la conclusion. Mi esker, Xabier, mi esker nadien. Denboraz ez du xamar gabiltza, dena dela jakina, galderei eta hausnarketei tarte bat egin behar diogu, beraz lehen txanda bat egingo dugu, 10 minutu gehienez ez nuke gehiago joko, ze gero lan maila daukagu eta bigarren fase batean ere zer eduki sendoko maila izango da eta ezin dugu gehiegi atzeratu. Beraz, hitzak orain eskatu, podéis pedir la palabra abiertamente, tenemos 5 o 10 minutos para una puesta en común. Bueno, egunon, zorionak bioi, aurkezpenatik oso interesanti iruditu zait. Bi galderatxo oso motzak. Bata da, zeintzuk uste duzu edala zuen ustetan klabeak arrakasta hori izateko zuen poloaren kasuan, ez? Egoerak oso diferente dira toki baten edo bestean, eta azkenean arrakastatzu izateko oinarrizko ezagurri batzuk eman behar dira. Zuk aipatu dituzu hasieran, ezagurri batzuk oso berezia direnak, da segurazki toki askotan aurkitzea ez direnak oso errazak, ez? Karo, nik ikusten duena toki baten badaude eztabaida batzuk gogorrak, adibidez, ze garapen eredua ikusten den, agenteak eta ikusten duten tokian. Hor adostasunik ez badago zaila da planteatzea, era bakar horretan lurralde bat nola ikusten den etorkizuna da begira, ez? Bertan dauden agenteak ikuspegi oso diferente badauzkate, ez? Bigarrena da globalizazioen inguruan nola ikusten da tokia, kanpora begira, barrura begira, hori ikuspegi nahiko diferentea dira, ez? Eta azkenean, hori lehiakortasuna, elkartasuna, horren, uste dut, zer ikusten du dagoetara, ze agente dauden, tradizioa zu aipatu dituzu, historia, gauza asko, ez? Baina, baldintza horiek ez diren baten. Hemen agian gauza horiek ematean nahiko zaila da. Orduan, zeintzu dira benetan klabeak edo horiek beste toki batzuetara planteatu daitezke egoera horietan. Eta bigarren galdera, unibertsitateak ze papel jokatu du hemen toki hauetan? Ez da aipatu duzu momentu baten, baina badago unibertsitatea eta dagoenean ezer egin du, ala bultzatu du, agente bat gehiago da, ezer egiten du bizka bateak, nola be, gai honetan gaudelako, ez? Ni hasiko niz behar bada, mil esker galdera horientzat, zoin diren klabeak, egia da, historioari garrantzitsua emaiten diogularik, konklusioa beti bera da, benen hori, kasu hortan, lurralde hortan, kontekstu berezi hori bazen, eta beraz besteetan ez da. Gauza bere gaiten alda, arrasateko esperientziari buruz, kontekstuak egin du, eta une beste. Uste dut kasu, PTZ horren kasuan, badela, baldintza bat izan dela, tokiko politikoen eta bereziki Tarnoseko udalaren sustengoa. Hori gako bat da. Eta sustengo bat, ez bakarrik materiala, baina lurraldearen, garapenaren, ikuspegiaren erranduzuna, inguruan adostasun bat bazelakotz. Adostasun bat ere, hori garrantzitsua da berbada erraitea, kontekstu hortan,
industriari bere lekua atxikitzea garapenaren ikuspegi hortan. Ere, behaz, transizio ekologikoa eta hor den tejido edo industrial horren atxikitzea ere. Hori bada importanta ene ustez. Gero baldintza bada, ene ustez, hor diren gizarte ekonomikoaren eragileak berez biziki sartuak direla sare, oestean egandutan, eskala unitzetako sare horietan. Eskualdeko gizarte ekonomiaren sareetan, nazional mailan, egan nahi dut, horiek, tarnozeko horiek izan dira, Frantzia mailan zik interes kolektiboko kooperatiben legea egin delarik, horiek antziren ere, legea beraren eraikitzeko, eta tarnoz izan da zik legeen esperimentazio toki bat ere. Egan nahi dut, ez dira bakarrik beren txokoan ari. Horien ustez garrantzitsua da. Eta gero, horiek jakin dute, ustez, lotura egiten tokiko gizarte ekonomiaren inguruko mugimendu sozialak, zirenak, eta batez ere Euskal Herrikoekin, eta tokiko enpresa eta enpresa txipi eta ertainen munduarekin. Eta hor badira adibidez erakunde batzu xutik ezagri dituztenak, deitzen dira les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, empleadoren elkarte batzu insertzioa eta kalifikazioaren zat, zoinek egiten duten bitartekaritza bat, gizarte ekonomia, integrazioaren mundua, eta tokiko enpresen artean, serbitzuak fornituz ere enpreseri. Eta hori esker, gero enpresak sagarazten dituzte poloaren gobernantzan eta dinamikan. Horiek, ene ustez, bertzeak bertze dira baldintza batzu. Eta gero, unibertsitatearen lekua, orduan, Nadinek repostua emanen du ere alde hortaik, guk kasu hortan, PTCE-ak 2014ko legean, Xuxen Manimaniz, ere, definizioan behar dituzte ere sartu ikerketa eta formazione misione batzu ere. Ordan behar dute lotura bat egin unibertsitatearekin. Unibertsitatea edo beste formakuntza zentruekin. Gu kasu hortan, errandutan bezala, gu sartu gira beren R&D funtzioan, deitu dituzte bi ikerlari lan horren egiteko. Eta gero, dituzte hainitz harreman eskualdeko unibertsitateetan egiten diren gizarte ekonomiaren formakuntzekin. Hainitz, masteretan edo hor badira. Eta berek ere badute, tarnozen badute gizarte ekonomiaren dirigenten edo zuzendarien formakuntza bat ere han pasatzen dena. Xuxen ez dut eranen nola eragaiten den, behinan. Bez badira loturak alde hortai. Eta nazional mailan ere, le labo de l'ESS deitzen den egitura baten bidez ere, nun aktoreak eta ikerlariak lotzen diren. Merci de ces deux questions. Peut-être en complément, sur le PTCE qui a échoué, qui est Batiras, celui sur la construction, l'éco-construction, il a échoué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la filière bois sur le territoire était une filière mondialisée. Donc avec du prix du bois venant des pays de l'Est à des prix 3 fois inférieurs à la production de bois local. Donc sortir de la filière mondialisée, c'est très compliqué et les acteurs locaux ont sous-estimé cette contrainte de la filière et du coup peut-être la difficulté d'avoir un engagement militant sur du bois local alors même que le prix du bois local était 3 fois plus cher. Deuxième élément, ils ont sous-estimé la résistance des petites entreprises artisanales sur le territoire à travailler autrement. Donc, et notamment à travailler avec du bois local et avec des pratiques un peu plus fortes d'industrialisation pour faire des économies de coûts. Donc ils ont sous-estimé cette dimension, même s'ils avaient passé des accords avec des instituts de formation sur le bois, etc.
Par ailleurs, il développait une filière ambitieuse qui allait du chanvre pour faire de l'isolation au bois pour construire. Et faire l'ensemble de la filière en 3 ans, c'était très compliqué. Donc, un échec aussi lié à la nature du modèle économique qui soutenait cette question de filière, et puis une insuffisance stratégie de mise en œuvre de médiateurs sur le territoire pour essayer d'articuler des acteurs avec des visions différentes et du territoire et de l'activité économique, et donc une difficulté à construire du lien avec les industriels présents sur le territoire. Donc cette fonction de médiation, de traduction, comme le diraient certains auteurs dans le champ de l'innovation, n'a pas été suffisamment portée par l'ensemble des acteurs locaux. Alors peut-être que pour moi, une des explications, c'est l'insuffisance de mise en débat du projet dès l'origine avec les acteurs locaux et la difficulté pour les acteurs locaux, la diversité des acteurs locaux, de s'associer de façon durable. On est plutôt resté dans des logiques de rivalité plutôt que dans des logiques de co-construction. Enfin, peut-être dernier élément, c'est un territoire qui, bien que assez finalement isolé, puisqu'au nord de la région PACA, c'est un territoire qui a peu de chômage par rapport au reste de la région, qui a peu d'enjeux de développement par rapport à l'emploi, et qui du coup a sans doute eu moins de nécessité de s'associer pour répondre à une adversité qui serait un fort taux de chômage. Et du coup, qui a moins réussi le principe de l'association. Donc je dirais qu'il y a des conditions de processus de mise en œuvre qui doivent être pris en compte de façon importante, et de nature des activités menées, qui me paraît importante. Du point de vue, enfin en complément de ce qu'a pu dire Chabière, que je partage, du point de vue des liens avec l'université, quand les projets de PTCE ont été déposés, ils ont tous été déposés avec des lettres d'engagement. Donc c'était mon labo, mon institut, qui s'engageait à travers moi à participer à la prise de recul sur le projet et à l'accompagnement du projet. Donc dans les 2 cas, sur les 2 PRIDES, les 2 PTCE qu'on a étudiés, et d'ailleurs sur les PRIDES, on a eu un financement d'une bourse régionale pour avoir des doctorants qui travaillent là-dessus. Donc en fait, on a eu 2 bourses régionales de recherche qui ont permis de financer 2 thèses. Et là, on voit bien que le soutien des pouvoirs publics est important, parce que sans doute, sans ce dispositif-là, on aurait rencontré plus de difficultés à pouvoir s'engager de façon régulière avec eux. Donc effectivement, la question de l'engagement des pouvoirs publics, tant dans le soutien de la recherche que dans la facilitation de la mise en œuvre de dispositifs, etc., est tout à fait indispensable. Donc en fait, pour moi, une des interrogations, ou un des points qui me semble important à soulever, c'est que l'ESS n'est pas un substitut à l'acteur public et n'est pas le lieu de substitution. Elle s'inscrit, l'espace de substitution, elle s'inscrit dans un nécessaire travail de partenariat avec l'acteur public, notamment dans ces dispositifs-là. ¿Alguna palabra más? Vamos a cerrar el turno de palabras. Si es que hay alguna palabra más, lo comentáis ahora. Si no, pasamos después de Unai y las respuestas, pasamos a la mesa de trabajo, que podemos seguir debatiendo sobre esto más tarde. Vale. Barkatu igual galdera tangentziala bada, bestela ez daki pasatu, baina Nadinek aipatu du hasieran gobernuetan bazegoela Partidu Sozialista eta Berdeak, eta hor ekonomia sozial eta solidaren aldeko impultso egon zela, eta ostera gertatu izan zela gobernu aldaketa, eta gehiago zentratu zirela ekonomia zirkularraren ikuspegian edo, no?
eta itxura hartzenio jartzen zuela bata bestearekin konfrontatuta baleude bezala. Baina gero, eta bien interbentzioetan, gero nik ikusten ditut bien arteko sinergia posible asko. Hitz egin izan duzuen, hain zuzen, PTC-en bi esperientziatetik, bat zera panaderia biologikoak, bestea justo orain aipatu zuen ekokonstrukzioarena, gero hain justu ere hitz egin duzue saren eta agenteen ekosistemen ideietaz, itxainak hitz egin du komunetaz eta horrek lotura duen kultura identitario horrekin, Xabierrek ere hitz egin du 3. fasean faktore edo fase sozioeko medioambientala eta zirkuitu laburrak. Orduan, nire galdera da, eta Luisek planteatzen zuen, ea zeintzuk diren arrakasta edo faktore horiek, ea sinergia horiek ere ezin egote ditugun bilakatu arrakasta faktore bat, ez atzera, baina etorkizunari begira. Izan ere, nik uste geroz eta lotura horiek geroz eta nabariagoak bilakatuko direlako. Ez dakit zer pentsatzen duzuen. Sur économie sociale, économie circulaire, peut-être, sur le changement politique en PACA. Sur le changement politique en PACA, en fait, on voit bien que tous les acteurs de l'ESS n'arrivent pas à basculer sur la question de l'économie circulaire, et notamment une partie des acteurs du champ du social et du médico-social se retrouvent marginalisés et en difficulté aujourd'hui dans leur financement. Donc je pense que du coup, une partie des acteurs dans les circuits courts peuvent rentrer sur ces questions d'économie circulaire, mais pas tous n'y rentrent. Et ils n'ont pas non plus le vocabulaire, la capacité de métamorphose immédiate pour rentrer dans ces circuits-là, et notamment dans des circuits de RSE avec lequel, de responsabilité sociétale des organisations, dans lesquels un certain nombre ne sont pas familiers. Et du coup, je pense que le temps qu'ils comprennent ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour s'intégrer dans la politique régionale, j'espère que d'ici là, nous aurons changé de majorité. Donc ça risque d'être un peu tard, et je pense qu'effectivement il y a un enjeu d'adaptation plus rapide du tissu de l'ESS à des discours politiques à un moment donné pour pouvoir continuer à bénéficier de financements publics. Et puis je pense que les entreprises classiques sont beaucoup plus conventionnelles, sont beaucoup mieux armées pour s'adapter rapidement à ces changements de discours et prendre les parts de marché à ce moment-là nécessaires. Sur la capacité de l'ESS à ouvrir des perspectives nouvelles pour l'avenir. Pendant les 15 dernières années, l'ESS n'a cessé d'augmenter ses emplois et sa contribution au PIB en France. On a une inflexion depuis 2014 qui donc se traduit par une disparition à la fois une réduction du nombre d'associations pour des raisons de fusion, mais aussi du nombre d'emplois dans le secteur de l'économie sociale, donc majoritairement en France porté par des associations et pas comme au Pays Basque par des coopératives. Et on perçoit que le retrait des financements publics, le retrait de la participation des politiques publiques à la structuration nationale et locale est un handicap pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Donc jusqu'à maintenant, depuis les années 2000, quand l'État se désengageait un peu, les régions reprenaient la main, etc. Là, on n'est pas dans la même configuration. Il y a un désengagement national et régional pour la région PACA. Et ce double désengagement met en tension un grand nombre de structures. Au-delà de ça, il y a un nouveau discours sur... donc on a une loi qui est en train de passer sur l'entreprise à mission. On a des nouveaux discours sur l'entreprise responsable, l'entreprise libérée, l'entreprise à vocation sociale, etc., qui mettent en flou aujourd'hui très fort sur qu'est-ce que l'ESS, qu'est-ce que la coopérative notamment, par rapport à ces nouveaux vocables et à ces nouvelles structures, et qui amènent à ouvrir des financements qui étaient traditionnellement réservés à l'ESS à ces nouvelles structures qui sont des structures d'à but lucratif le plus souvent. Et donc en fait on observe un mouvement de montée en puissance de l'entreprise traditionnelle sur des missions sociales, sur des missions d'intérêt général,
en contrepartie d'un financement public, au détriment des structures de l'ESS, qui voient ce qui étaient les outils qui leur étaient au départ réservés s'ouvrir et donc réduire la part, entre guillemets, du gâteau dont elles pouvaient bénéficier. Donc pour ma part, j'ai une vision assez pessimiste pour les années à venir, sans changement radical de politique gouvernementale et de politique locale sur l'avenir de l'ESS. Et je pense qu'une partie du tissu associatif va disparaître et que comme les services à la personne avaient été ouverts à la concurrence dans les années 2005, je pense que toute une partie des services sociaux, qui font à peu près 60% de l'activité des associations, vont être ouvertes à la concurrence dans les années à venir avec une incapacité de leur modèle à résister. Donc pour ma part, je suis très pessimiste sur cette dimension-là et la faiblesse en taille du mouvement coopératif fait qu'ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de prendre le relais sur des coopératives sociales telles qu'il en existe en Italie. Pour le moment, ce relais n'a pas été pris et du coup, à mon avis, on est dans un entre-deux qui peut être très inquiétant pour une économie sociale et solidaire qui reste finalement assez peu reconnue par les pouvoirs publics, encore aujourd'hui, en dépit du fait qu'elle représente 10% de l'emploi, une grande partie du champ de la culture, une grande partie du champ du médico-social, etc. Donc, perspective pour moi pessimiste. J'espère vous retrouver dans 3 ou 4 ans et vous dire que nous avons pu, face à l'adversité, réinventer des dynamiques plus favorables. Mila esker, Nadine, mila esker, Xavier. Orain demora urriz gaudenez, zuzenean lan mairako deia egiten dut. Os llamo a las personas que estabais convocadas para la